Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le samedi 7 décembre 2024 et Police pour la vérité a l'honneur ce soir de recevoir Christine Coton et Canel, nos invités qui vont nous parler des nanotechnologies et de leurs conséquences possibles sur l'être humain et l'humanité. Donc, merci à toutes les deux d'être avec nous ce soir. C'est un immense plaisir, un immense honneur. Je vous en remercie mille fois au nom de toute l'équipe. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Christine qui va se présenter. Oui, bonsoir à tous. Moi, certains me connaissent peut-être en tant que biostatisticienne pour l'industrie pharmaceutique, hein. Mon sujet, c'est plutôt les vaccins, normalement. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à rappeler à ceux qui sont déjà au courant et à dire à ceux qui ne le seraient pas encore que nous avons donc fait une action avec Verity France, association de victimes, 2 victimes et un docteur, une action au tribunal administratif pour demander l'arrêt des vaccins Covid, Pfizer et Moderna. Donc, nous avons une avocate et que ceci est certainement la première action judiciaire qui sera certainement suivie d'autres dans les mois qui viennent. Voilà. Écoutez, Alors, Canel. bonsoir à tous. Merci Cathy de nous recevoir. Bonsoir Christine. Eh bien, moi, je ne suis pas spécialement spécialisée dans ces technologies que nous allons évoquer ce soir. Je suis tombée dedans un petit peu par hasard dans le cadre de la crise Covid. Et c'est en cherchant à comprendre que je suis tombée par hasard sur ces technologies totalement nouvelles qu'on va évoquer ce soir. Merci de nous recevoir en tout cas, Cathy. Merci à toi d'être là. Alors, Christine, je crois que c'est toi qui vas entamer cette conférence. Oui, alors si on pouvait mettre à l'écran les transparents, parce que c'est tellement compliqué qu'il faut absolument qu'on ait un support visuel pour essayer de comprendre, hein, je dis bien essayer, parce que c'est quand même pas gagné. Donc, qu'est-ce que sont que ces technologies? Alors, initialement, on avait l'Internet des objets, donc IoT, hein, Internet of Things. Donc, au départ, c'était des objets connectés à Internet capables de collecter, transmettre, recevoir des données. Donc, jusque-là, on est entouré d'objets connectés, hein, puisqu'on a nos maisons qui peuvent être connectées, hein, les lumières, les thermostats, les caméras de sécurité, autres appareils électroménagers, hein. Certains ont des frigidaires, enfin voilà. On avait des dispositifs déjà de santé, mais qui peuvent être des montres pour suivre le rythme cardiaque ou des choses comme ça. C'est-à-dire des choses plutôt extérieures. Enfin, on verra après qu'on on peut en avoir à l'intérieur, mais qui n'étaient pas, pas nano, quoi, on va dire. Pour l'industrie, on a des capteurs dans les chaînes de production, donc surveille les machines. Donc tout ça, évidemment, ça recueille de l'information et c'est censé améliorer les processus, bien évidemment. On a les voitures connectées, hein, de plus en plus. Ils veulent aller vers les villes intelligentes, ce qu'ils appellent les smart cities, donc où déjà aujourd'hui on a des infrastructures urbaines connectées, on a les feux de signalisation, on a des systèmes de gestion d'eau, etc. Mais dans les smart cities, on aura encore plus de connexions, hein, encore plus d'objets connectés. Alors, donc la législation, évidemment, elle dépend du pays. Et nous, en Europe, on a ce qu'on appelle le RGPD, donc c'est ce fameux règlement sur la protection des données. Donc nous, on avait ça aussi dans l'industrie pharmaceutique, évidemment, hein. C'est-à-dire que dans des mails qu'on écrit à nos contacts avec lesquels on travaille pour les études, on n'a pas le droit de mettre des données patients, etc. Tout ce qui pourrait faire remonter aux patients, c'est-à-dire qu'on puisse identifier celui sur lequel on a relevé les données, normalement, c'est réglementé. Évidemment, on a des systèmes de sécurité d'information pour prévenir les cyberattaques, etc. On a des normes de télécommunication, évidemment. Donc, tous ces objets connectés vont utiliser certaines fréquences et il faut évidemment qu'ils soient compatibles avec les normes qu'on a, sinon, évidemment, ça ne marche pas.
Et puis ensuite, selon le type d'objet, il existe des règlements spécifiques par secteur. Alors, depuis peut-être une vingtaine d'années, hein, Canel, si je me trompe ou je suis un peu trop, on va dire, optimiste ou pessimiste, tu me coupes. Depuis Absolument pas. C'est quelque chose qu'on découvre, mais en réalité, c'est quelque chose qui date de plus d'il y a 20 ans en arrière. Hein. La documentation le prouve. Donc, on a des financements colossaux de la Commission européenne pour ces technologies qu'on va présenter. Donc là, par exemple, c'était un projet qui visait à identifier et sécuriser les Internets des objets. Donc, il nous expliquait que on peut compter 50 milliards, on pourra compter 50 milliards d'objets connectés d'ici 2025. 1000 milliards en 2030. Donc, alors, tous ces dispositifs, évidemment, comme on a déjà un certain nombre qui existent, ce projet-là visait à les recenser et finalement, je pense, à voir s'ils étaient compatibles avec les normes pour pouvoir continuer à les utiliser ou pas. Donc là, la Commission a donné 2 millions et quelques. Voilà, c'est sympathique. En fait, tous les gens qui travaillent pour... alors, exactement 2,5 millions à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Voilà, exemple de projet financé encore par la Commission européenne, technologie sans fil auto-implémentée pour une détection intelligente, continue et précise. Donc, le porteur de projet, c'était une PME norvégienne. Donc voilà l'idée. Enfin, c'est souvent, hein, quand on lit les objets des financements, c'est souvent peu clair. Hein. C'est souvent peu clair. On se demande ce qu'ils veulent faire au final avec leur produit. Si je peux me permettre d'intervenir, c'est très focus sur les technologies de l'information et de la communication à toutes les tailles. Et c'est là qu'on intègre notamment la taille nanométrique dans l'Internet du tout que tu es en train de décrire. Voilà. Donc nano, évidemment, infiniment petit, hein, 10-9 mètres. Un autre exemple de projet, celui-là, il l'avait appelé Connexion. C'était développer des services de détection, prédiction, prévention, d'investigation de nouvelle génération. Alors, nouvelle génération, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Bon, ça veut dire technologie, évidemment. Donc, il nous racontait, voilà, améliorera sensiblement la connaissance de la situation opérationnelle et en temps quasi réel, grâce à l'identification, l'interprétation, la fusion, la corrélation automatisée de multiples sources de données hétérogènes, ce qu'on appelle le fameux big data. Donc voilà, avec toutes ces informations, ça serait une aide à la prise de décision et notamment pour la sécurité, lors d'attaques terroristes, enquêtes sur la traite des êtres humains, enquêtes criminelles, etc. Bon, donc là, le but annoncé, il n'est pas négatif a priori, hein, sauf que qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On ne sait, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Évidemment, bien d'autres choses. Alors, donc on a eu les objets qui étaient extérieurs au corps humain. Ensuite, on a eu l'Internet des corps, donc une extension de l'Internet des objets. Et là, ces dispositifs, ils se trouvent, ils peuvent se trouver intérieurs, extérieurs. Alors, des dispositifs implantables, donc tout le monde connaît les pacemakers. Hein. On a des dispositifs, ce qu'on appelle les pompes à insuline, surveillance de glucose. Moi, j'ai moi-même travaillé sur ces sujets-là, hein, pour certains laboratoires pharmaceutiques. Les implants cochléaires, donc ça, c'est dans les oreilles. Implants neuronaux, biocapteurs, dispositifs portables qui peuvent surveiller en continu les fonctions corporelles. Donc, surveiller, qui dit surveiller, dit transmettre les données. Hein. Alors, je vais pas revenir sur les montres, les bracelets, etc. Technologie biométrique, lire les empreintes digitales, la reconnaissance faciale. Hein, on sait que ça peut être utilisé notamment pour la surveillance de masse. Et ensuite, des applications médicales comme le suivi à distance des patients, la gestion des maladies chroniques, etc. Donc, en mettant des dispositifs à l'intérieur des gens, évidemment, on peut surveiller un certain nombre de choses. Sauf que on va voir que finalement, ça fait très très longtemps qu'ils cherchent à miniaturiser ces dispositifs.
pour les rendre quasi indétectables, d'ailleurs, hein, tellement petits que sûrement, enfin le but étant qu'ils soient évidemment inoffensifs, mais aussi quasi indétectables. Donc la législation sur ça, en Europe, on a toujours ce fameux RGDP, c'est-à-dire que toutes les données qui sont recueillies par ces dispositifs, elles sont normalement privées et elles peuvent être utilisées que dans le cadre de certains projets, de certaines études. Quand on est sur les sujets, donc les dispositifs médicaux, pompe à insuline, pacemaker, etc., on a des législations spéciales que je connais bien, parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là des dispositifs médicaux. Et on a ce qu'on appelle le marquage CE, c'est-à-dire qu'on ne met pas un produit comme ça, il faut quand même qu'il ait été testé sur des patients avec des études. C'est pour ça que dans ce domaine, on a besoin de biostatisticiens. Puis on a des directives européennes, des lois nationales, etc. Alors, au niveau de la Commission européenne, ils avaient financé, pour aller, on va dire, hein, pour aller vers la recherche de cet Internet des corps, ils avaient financé le Human Brain Project, donc le cerveau, projet cerveau humain, quoi, hein. Donc là, ils avaient donné quand même 150 millions entre le 1er avril 2020 et le 30 septembre 2023. Donc on voit que le fonctionnement du cerveau, quand même, les intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui les intéressait là-dedans? Bon, mais c'était évidemment essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau. C'était aussi, évidemment, une fois qu'on a compris comment marche le cerveau, comment en faire bénéficier la fameuse intelligence artificielle, hein. Voilà, donc il reproduisait, naviguer dans le cerveau 3D, trouver, contribuer, analyser les données sur le cerveau en fonction de l'endroit où on se trouve, modélisation du cerveau, flux de travail en boucle fermée pour l'intelligence artificielle et la robotique, etc. Donc on voit bien que tout ça, l'étude de notre cerveau, c'est pour mettre en place la robotique, améliorer l'IA, etc. Donc ce papier-là, c'était toujours financement européen, hein. Les humains peuvent-ils incarner la technologie de la robotique augmentative? Bon, si ça leur fait plaisir, hein, on va dire, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, hein? Le point de vue intuitif, bien que non fondé, est que la technologie fusionnera avec notre corps. Donc, on est clairement dans la recherche de l'humain connecté, le transhumanisme, etc., hein. Alors, ça va loin quand même, hein. Cela implique que notre cerveau partagera des ressources initialement consacrées au contrôle de notre corps pour faire fonctionner ce qu'ils appellent les WR, là, c'est-à-dire les doigts, bras robotiques portables, des robots conçus pour libérer ou compléter les actions de nos mains. Donc, avec notre cerveau, on est censé commander autre chose que notre propre corps. Je ne sais pas si ça… Ah, bon, alors évidemment, on a Elon Musk, hein, qui cherche là-dessus avec son Neuralink. Tant qu'on en est à vouloir faire marcher des tétraplégiques ou des… Bon, pourquoi pas, puisque ce sont des gens qui sont diminués et c'est vrai que ça leur changerait vraiment la vie d'avoir des choses qui les aident à retrouver un peu de mobilité. Bon, après, est-ce que tout le monde a besoin d'avoir des implants pour commander à distance Internet ou je ne sais quoi? Bon, on arrive quand même à cliquer encore sur une souris, quoi. Bon, donc, ça se discute quand même. Ouais. Si je peux me permettre, Christine, pour aller dans ton sens, il y a quand même une grande différence entre un corps réparé et un corps augmenté, hein. C'est là qu'est toute… voilà. Tout à fait. Sur l'usage. Donc, évidemment, on peut être tout à fait pour le corps réparé et contre le corps augmenté. Alors, ça, c'est un papier du World Economic Forum, hein, l'Internet des corps, relever les nouveaux défis de la gouvernance technologique. Bon, on parle toujours de ce big data. Alors, là, dans ce papier, il y avait tout un paragraphe sur finalement la difficulté pour les gens de faire en sorte que leurs données ne soient pas utilisées, puisqu'on va avoir tellement d'objets qui peuvent collecter nos données que derrière, on ne sait pas vraiment comment ça peut être utilisé et par qui, en fait.
Voilà. Et ensuite, on va passer, je vais peut-être juste commencer le début, l'Internet des bio-nano-objets. Donc là, on va parler de nanocapteurs, de nanocommunication, etc. Alors, Canel, je vais peut-être te mettre à partir de là, comment fabrique-t-on les bio-nano-things? Et je vais lui laisser la parole, puisque sur ce sujet-là, elle est bien plus calée que moi. Alors, au sujet des bio-nano-choses, il faut savoir que là, on va parler de quelque chose de bio, donc biologique, nano, parce que nanométrique, 10.9, et choses, parce que ce sont des dispositifs bioinformatiques embarqués qui communiquent avec, à l'intérieur, mais aussi avec l'extérieur du corps. Donc, ici, donc, on présente les nanodispositifs qui sont notamment électroniques et qui utilisent de nouveaux matériaux nanotechnologiques, comme les nanotubes de carbone, le graphène, pour construire ces dispositifs synthétiques, mais aussi biologiques. Et ensuite, on a les nanodispositifs biologiques qui, eux, ils peuvent être fabriqués en reprogrammant des matériaux biologiques, mais aussi en synthétisant artificiellement des biomolécules, comme les liposomes, les nanosphères, les dendrimères et l'ADN. On peut passer au diapo suivant. Donc là, on voit quand même, moi, ce qui m'inquiète quand je dis ça, c'est le mot reprogrammant des matériaux biologiques. Donc on en est vraiment, je ne vais pas dire un hacking du corps, mais c'est pas loin d'être ça quand même, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bio-nanochoses, si on les nomme ainsi, c'est qu'elles ne sont pas naturellement présentes dans le corps, elles sont produites par le corps. Et pour ça, il faut reprogrammer par le biais de l'ADN. Voilà. Vous m'entendez? Tu avais muté là. Je n'ai pas fait exprès, pardon. Donc là, on voit un document du Parlement européen sur l'IOBNT, qui est l'Internet des bio-nanochoses, et qui est initié grâce à une technologie nouvelle, qui est la bande terahertz, mais on l'évoquera plus tard, dans le cadre des nouvelles antennes 5G et 6G. Et donc, comme c'est présenté sur ce document, il précise que soutenu par l'arrivée de la 5G et bientôt de la 6G, les technologies numériques évoluent vers un Internet robotique et bio-nanométrique qui est piloté par l'intelligence artificielle. Et donc, on a de nouveaux acronymes qui reflètent ce mélange de technologies. Comme je le disais, c'est pluridisciplinaire. Et donc, on a l'AIoT, qui est la fusion de l'IA et de l'IoT, l'IoRT, qui est la fusion de l'IoT et de la robotique, mais et surtout l'IOBNT, qui est la fusion de l'Internet du tout et de la bio, parce que biologie, nano, parce qu'infiniment petit, et technologie. Donc là, on est en train de s'initier dans quelque chose de novateur, quelque chose de nouveau, qui constitue les technologies de l'information et de la communication. C'est la raison pour laquelle elles sont en lien. Comme l'évoquait Christine, il y a une collecte de données qui se fait à l'intérieur du corps et qui est transmise à l'extérieur du corps. C'est la raison pour laquelle on parle également de l'Internet des humains, parce que l'objectif est d'initier des soins de santé sans fil, du moins c'est comme ça que c'est présenté, dans le cadre de la nanotechnologie, pour soi-disant faire face à la pénurie de soignants et à différents types de maladies. Alors j'entends par là qu'ils anticipent certaines maladies génétiques et la collecte de données qui leur sert un petit peu à anticiper votre santé. Donc là, on est sur un document donc, du Parlement européen et on voit qu'il y a des nanoparticules qui sont auto-assemblées et intégrées dans des appareils. Alors, ce qui est intéressant sur ce document, c'est que c'est sur la Commission européenne et que beaucoup de scientifiques, sur les débuts, se sont étonnés de voir les nanoparticules s'auto-assembler
alors qu'en réalité, ce sont leurs propriétés physico-chimiques et qu'il n'y a rien de complotiste là-dedans. Donc ce document sur la Commission européenne qui le précise en atteste. On va pouvoir passer au document suivant. Alors moi, j'ai juste une remarque. Ça, c'était un financement qui datait, donc c'était entre le août 2003 et juillet 2012. Donc ça date pas d'hier en fait, hein. Ça fait vraiment Absolument. un moment qu'ils cherchent. Ce sont des technologies qu'on présente comme étant novatrices, mais qui en réalité ont déjà plusieurs années derrière elles, 20 ans à minima. Donc là, on est sur un document d'AXA, AXA Assurance, qui ici est renommé AXA Health. Et donc, on voit que ils sont aussi dans les technologies de l'information et de la communication, mais là, par le biais d'une communication moléculaire. Alors, ça ne va pas vous dire grand-chose. Qu'est-ce que la communication moléculaire? Eh bien, en réalité, on fait des réseaux à l'intérieur du corps qui communiquent. Et donc, la communication entre les petites molécules constitue la communication moléculaire, tout simplement, pour que vous compreniez déjà les termes. Et donc, il précise que la nanotechnologie, elle nous permet de concevoir des dispositifs, parce qu'il faut savoir que ce sont des dispositifs embarqués de plus en plus petits pour interagir avec l'univers à une résolution moléculaire avec des dispositifs suffisamment petits pour pénétrer dans les cellules. Donc là, on voit bien qu'on pénètre directement dans les cellules humaines. Et donc, pour permettre la communication entre les nanomachines, qui sont des petites machines à l'échelle nanométrique, et qui pourraient libérer tout le potentiel de la nanotechnologie, ouvrant la voie des applications plus complexes. Et c'est là que s'initie la surveillance continue de la santé avec des réseaux de nanocapteurs intracorps. Alors, réseau parce que réseau connecté, on est dans la technologie de l'information et de la communication, l'éthique. Nano, parce qu'infiniment petit, et capteur, parce qu'il collecte les données physiologiques, à savoir votre température, votre glycémie, votre rythme cardiaque, etc. Et donc, l'ensemble de ces données sont récupérées sur des plateformes de soins de santé aléatoires dans le cadre des technologies quantiques. Et donc là, quand on continue, on voit qu'ils sont également dans le processus de cette recherche. Et donc, le programme de recherche, il propose et vise à mettre en œuvre les tout premiers systèmes de communication moléculaire artificielle, parce qu'il faut savoir que ça n'est pas naturel, c'est quelque chose qui est initié par la nanotechnologie, qui est nouvelle, avec la micro et nanométrique dans des environnements liquides. Il faut savoir que le corps humain est constitué à 70% d'eau, mais aussi aérien, en fabriquant des émetteurs, récepteurs, qui sont basés sur des matériaux nouveaux, tels que le graphène, dont on verra les propriétés par la suite, les hydrogels et l'exérogel. Et donc, un petit peu plus bas sur ce diapo, il est précisé, qu'il y a des activités de normalisation, parce qu'ils sont en train de légiférer dans ce sens pour pouvoir les initier dans le domaine émergent des communications moléculaires et des nanoréseaux, avec des lignes directrices pour la conception de systèmes de communication moléculaire via la normalisation de l'IEE, qui, vous le verrez, est un organisme qui intervient énormément dans le cadre de ces technologies. Donc, en fait, pour pouvoir faire circuler les informations collectées, il faut qu'ils mettent au point des protocoles de communication, comme on avait les protocoles de communication pour nos Wi-Fi, Bluetooth, etc. Ils mettent au point des protocoles de communication pour faire transiter ces infos qui vont être récupérées par les bio-nano choses qu'on aura à l'intérieur. Alors, je passe à la suivante. Voilà, on va passer là. Donc là, on vous présente l'IOBNT, qui est aussi appelé le système Panacea et qui fait aussi partie des programmes d'investissement de la Commission européenne. Et donc, il est précisé que le concept de l'Internet des Bio-Nanothings, l'IOBNT, il envisage la connexion entre les cellules biologiques et Internet. Et donc, l'objectif ultime,
de l'IOBNT est de catalyser une révolution dans les technologies biomédicales grâce à des progrès dans la communication moléculaire, les systèmes intégrés, les bio-nanocapteurs, parce qu'il y a une collecte intracorps, et la biologie synthétique pour améliorer la santé humaine et la qualité de la vie. Et donc, c'est une application de l'IOBNT qui est la détection précoce des infections. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par détection précoce? Eh bien, il faut savoir que l'IOBNT est initié, comme je vous le disais, sous couvert d'améliorer les soins de santé sans fil pour tous. Et donc, ils appellent ça la médecine des 4 P, qui est une médecine prédictive qui permet de connaître un petit peu les prédispositions génétiques auxquelles vous êtes orienté pour telle ou telle maladie, personnalisée parce qu'elle n'appartient qu'à vous et qu'on collecte vos données intracorps, chose qui vous est personnelle, participative parce que bien évidemment vous avez un système embarqué qui permet la collecte de données physiologiques. Donc à l'intérieur du corps, vous êtes en THz et puis ensuite c'est transmis en Bluetooth à l'interface de votre téléphone, parce qu'il faut savoir qu'il y a un objet qui collecte, indépendamment de votre conscience, les données physiologiques à côté de vous, qui ensuite sont transmises aux antennes 5G et 6G en Wi-Fi. Voilà, donc il y a tout un tas de protocoles à ce sujet, et si vous vous aventurez un petit peu dans la recherche, vous pourrez facilement tomber dessus. On va pouvoir passer. Oui, puis grâce à Elon Musk, on aura bientôt le téléphone Tesla qui lui transmettra directement au satellite. À ceux qui avaient prévu de sortir les disqueuses pour faire tomber les antennes 5G, c'est pas la peine. Exactement. Donc là, toujours pareil, on voit des programmes qui sont toujours initiés par la Commission européenne sur Horizon 2020. Ce sont des capteurs en nanoréseau. Alors nano parce qu'infiniment petit et réseau parce que ce sont des réseaux de communication qui sont destinés à des applications médicales. Et donc on voit que les nanoréseaux, ce sont des infrastructures aléatoires de nanostructures fines et longues qui sont appelées nanophiles. Et donc on vous dit que le matériau semi-conducteur résultant peut être utilisé comme matériau actif dans les applications de biodétection, étant donné qu'ils emploient, et on l'évoquera un petit peu plus tard, notamment le graphène, qui a été évoqué tout à l'heure, et dont on verra que les propriétés permettent la conduction dans le cadre de ces technologies de communication sans fil. Donc là, on est toujours sur l'investissement de projets qui sont aussi en cours, et donc on voit que c'est le projet Benefit sur la Commission européenne qui produira des données à partir de stimulations et de modèles mathématiques, parce qu'il faut savoir que dans le cadre de ces technologies, il y a aussi des mathématiciens, et donc ils sont axés sur la performance des biocapteurs qui sont à l'échelle nanométrique et des systèmes de communication sans fil à l'intérieur du corps. Il faut savoir que l'ensemble de ces technologies de la communication, elles communiquent avec le corps, mais elles permettent aussi d'en extraire des données. Quand je dis qu'elle communique avec le corps, c'est qu'elle permet notamment la reprogrammation des cellules pour permettre d'administrer certains médicaments. Et donc, c'est le système TDS qui est évoqué dans le cadre de l'IOBNT et que vous pourrez voir via les liens qu'on vous a partagés. Alors, il faut savoir que l'IOBNT, elle peut être perçue comme une technologie un petit peu futuriste, complotiste, irréalisable et irréaliste. En réalité, il n'en est rien. Ce qui m'a confortée dans ma capacité à chercher sur cette thématique qui m'était complètement inconnue et nouvelle, c'est de me réassurer dans la crédibilité de mes investigations, dans le sens où elles sont enseignées. Aujourd'hui, on a vu que, notamment dans les universités de haute science comme Cambridge, ils ont mis en place des doctorants en IOBNT. On peut à la diapo suivante. Oui, on va le voir en détail après le programme d'enseignement, là. Et donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'IEE, c'est l'Institut des ingénieurs, électriciens et électroniciens. Et donc, ce sont des instituts d'ingénieurs, électriciens et électroniciens qui sont une association professionnelle où on a 400 000 membres qui possèdent différentes branches dans plusieurs parties du monde.
Et donc, l'IEE est la plus grande organisation professionnelle technique au monde qui se consacre à l'avancement de la technologie au profit de l'humanité. Hein, c'est toujours présenté comme quelque chose d'extrêmement positif, le but étant l'acceptation du plus grand nombre. On va pouvoir passer aux diapos suivantes. Juste avant. Voilà. Donc l'IEE, il faut savoir qu'il s'intègre dans la politique publique en Europe. C'est la raison pour laquelle on vous le présente. Et donc, il est précisé qu'il travaille avec les institutions de l'Union européenne et d'autres autorités publiques des pays de l'Union européenne pour contribuer à façonner des politiques de technologie au profit de ses membres et des communautés scientifiques et d'ingénieurs et du grand public. Donc, on voit bien que c'est un acteur à part entière et que l'ensemble de la documentation qu'on va vous présenter n'est pas une documentation complotiste, bien que ce soit tellement gros que difficile à croire par moment, au vu des lectures. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose qui est réellement débattu et investi. Alors, ce qui est étonnant, c'est que finalement, moi, je ne regarde pas beaucoup la télé, voire très, 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 très peu. Mais bon, je n'ai pas souvenir d'avoir vu une émission qui nous parlait de ces technologies. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu un article de journal sur le sujet. Donc, ça fait 20 ans qu'ils financent, 20 ans qu'ils cherchent, 20 ans qu'ils mettent au point les nanocapteurs, les nanoréseaux, enfin, tout ce qu'il faut quoi, pour que ça fonctionne et que personne n'en dit un mot. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Même, on a fait plusieurs émissions déjà, mais bon, c'est important d'informer le plus large public possible parce que c'est clairement notre avenir. Et on voit ce qui est vrai, qui se dessine avec la diminution du personnel des hôpitaux, etc. Évidemment que le remplacement va se faire par ça, par l'IA et par les nanocapteurs, sous prétexte de vous n'aurez pas besoin d'aller voir votre toubib. Avec les nanocapteurs à l'intérieur, on va savoir quels sont vos paramètres sanguins, etc. Donc ça va remplacer beaucoup du personnel déjà. Oui, ça va excuse-moi Karel, ça va remplacer du personnel et puis des méthodes. Là, on va changer de type de médecine. Et par contre, tous les documents là que vous montrez, ils sont accessibles sur Internet. Je vois parfois qu'il y a des liens, enfin je vois très, très petits, mais donc c'est accessible tout ça. C'est accessible de tout le monde, c'est en ligne. Il suffit simplement de taper les bons mots-clés. Mais comme je l'avais évoqué à Christine, l'homme ne peut se méfier d'un danger qu'il n'a su identifier quand on ignore l'existence de ces systèmes qui sont présentés comme novateurs. On ne peut pas s'y intéresser. Et puis, qui plus est, comme le disait Christine, ils ne sont évoqués de personne. Et quand bien même on les évoque, ils sont discrédités. Beaucoup de personnes prétendent avoir une expertise dans son domaine de compétences et qui de ce fait discréditent ce qu'on peut présenter dans le cadre de ces technologies de l'information et de la communication, qui sont investies, qui sont enseignées, qui sont officielles de l'Union européenne. Et pour autant, il est très, très difficile d'animer le débat et d'amener le débat sur ces technologies qui paraissent incrédules et qui sont invisibles et inconnues du plus grand nombre. Donc, comme on peut le voir... Est-ce que tu veux parler de ça, l'Union internationale des télécoms? Ah oui, l'ITU, parce qu'il présente le système Panacea. Donc ici, on a l'Union internationale des télécommunications, ou l'UIT, et donc c'est l'institution qui est spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication, ce que j'évoquais comme l'éthique. Et donc, on vous précise que l'organisation, elle regroupe 193 États membres et plus de 1000 entreprises, universités et organisations internationales et régionales. C'est vous dire que cette thématique est répandue et connue du plus grand nombre, du moins dans les hautes sphères de l'institution et de la connaissance, et qu'elle est basée à Genève, en Suisse, et qu'elle dispose de bureaux régionaux sur tous les continents,
que l'UIT est la plus grande et ancienne institution de la famille des Nations Unies, hein, qui est une organisation qui veut notre bien. On va pouvoir passer au diapo suivant. Et donc, sur ce diapo, pour faire le lien tout à l'heure avec l'IOBNP et le graphène, eh bien, il faut savoir que le graphène, il s'imbrique directement dans les réseaux de télécommunication, hein, étant donné qu'on est dans des systèmes qui communiquent. Et donc, on peut voir qu'au niveau de sa structure et de sa composition, ben, c'est avant tout des atomes de carbone, hein, tout simplement. Au niveau de ses propriétés, et c'est là que c'est intéressant, ben, elles sont exceptionnelles. Il y a une conductivité électrique qui est excellente, mais aussi une conductivité thermique, une force et une résistance qui est extrêmement résistant, hein, et environ 200 fois plus résistante que l'acier, mais aussi transparente, et donc absorbant seulement 2,3% de la lumière visible, mais aussi sa flexibilité. Donc, on voit que ce n'est pas un matériel anodin, c'est un matériel qui est présenté comme novateur, mais vous pourrez le voir dans les diapos suivantes. Le graphène est investi par la Commission européenne depuis de nombreuses années. Et donc, en vue de toutes ces propriétés, bien, vous avez les applications potentielles, et notamment l'électronique, hein, qui peut être utilisée pour fabriquer des transistors, des capteurs, des antennes, hein, les nano-antennes de graphène, des dispositifs de stockage d'énergie, d'accord, mais aussi des matériaux composites qui peuvent renforcer, améliorer leur résistance, leur énergie, hein, pour développer des batteries autonomes et des supraconducteurs qui sont plus efficaces. Et donc, on s'imbrique dans la biomédecine pour créer des capteurs biologiques, hein, qui sont des dispositifs de livraison de médicaments, c'est le système TDDS que j'ai évoqué tout à l'heure, à des applications en imagerie médicale. Et donc, dans l'optique, on peut aussi les utiliser dans les écrans tactiles, les dispositifs optiques et les cellules photovoltaïques. Donc, on voit que c'est quelque chose qui a un large panel et qui est utilisé dans tout un tas d'applications et de spécialités, le graphène. Alors récemment, il me semble avoir partagé un article sur justement l'utilisation du graphène dans les autoroutes. Parce que ça serait un matériau qui se déforme moins, donc ça augmenterait la durée de vie d'une autoroute. Donc on peut même rouler sur le graphène, quoi. Ça peut être utilisé, mais dans des dizaines d'applications. C'est un matériau hyper intéressant d'un autre côté. Il faut savoir que, et ce n'est pas écrit ici, la singularité du graphène, c'est qu'il est biocompatible avec les neurones. Hein. Voilà. Et qu'à compter du moment où il est mélangé à un PEG, il est aussi biocompatible avec les cellules du corps humain. Donc ici, on voit qu'il existe des systèmes hybrides à l'échelle nanométrique qui sont bio-inspirés. Et donc, on vous dit qu'ils veulent vous donner un aperçu complet de l'approche nouvelle et des avancées de la synthèse de matériaux. Attends, ça, je vais peut-être en parler parce que ce document-là, il date de mai 2003. Et pourquoi on a mis ce doc-là au départ? Parce que c'était une revue une revue de ce qui pouvait exister sur les systèmes hybrides à l'échelle nanométrique, donc bio-inspiré, c'est-à-dire qui fonctionne comme la vie, quoi. Et donc, c'était en mai 2003. Et alors, ce qui est intéressant dans cette diapo, c'est les participants, c'est-à-dire les organisateurs et les participants. Les organisateurs, c'était la SFOR, si je me souviens bien, SFOR, qui est une service de recherche de l'armée de l'air américaine. Et parmi les participants, on avait un certain Steven, comment il s'appelait celui-là? Je vais vous le dire parce que c'est important. Enfin bon, le gars travaillait chez Pfizer. Donc, vous voyez quand même que ça pose un peu question parce que si dès 2003, on avait le laboratoire qui s'intéressait on va dire, aux matériaux bio-inspirés, donc qui fonctionnent comme la vie, donc c'était monsieur Steven M. Arrivo, Pfizer Global RD, et 2003. Alors, si je puis me permettre, j'ai remonté dernièrement sur le site Pfizer un document qui date de 2015 où Pfizer évoque le fait qu'il a collaboré avec une université pour développer des nanorobots.
dans le cadre de ces thérapies géniques. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que les acteurs ne s'en cachent absolument pas, c'est simplement que ce sont des termes qui sont inconnus et incompréhensibles du plus grand nombre, d'où l'importance aujourd'hui de l'évoquer avec vous. Et donc, dans le cadre de la communication, il faut savoir qu'on est dans une bande électromagnétique qui est nouvelle et qui est la bande térahertz et qui permet justement de se coordonner avec le graphène pour pouvoir établir une communication dans le cadre des nanodispositifs. Et donc, on vous dit que les nanodispositifs à l'intérieur du corps, à base de graphène, ils fonctionnent à des fréquences entre 0,1 et 10 THz. D'accord ? Et donc, un petit peu plus bas, on vous dit que le fait de disposer d'une énorme largeur de bande nous invite à repenser non seulement les aspects de la communication des réseaux sans fil, mais aussi les questions de mise en réseau, et donc, par exemple, les protocoles MAC pour les réseaux sans fil à l'échelle nanométrique. Il faut savoir que ces petits dispositifs qui sont auto-alimentés, embarqués, sont aussi bio-inspirés, c'est-à-dire qu'ils communiquent dans le cadre de la bioinformatique et que l'ensemble de ces, de ces capacités à collecter, mais aussi à transmettre les données, fait que tout ça est informatisé, et notamment par un protocole MAC. On va pouvoir passer au diapo suivant. Alors voilà, ça c'est ce qu'on évoquait notamment dans l'investissement de la Commission européenne, et c'est vous dire que ça n'est pas un projet nouveau. En date de janvier 2013 déjà, vous avez un communiqué de presse qui évoque qu'il y a les projets graphène et cerveau humain, parce que comme je vous l'évoquais, c'est biocompatible avec les cellules neuronales, et donc ils reçoivent une récompense historique dans le domaine de l'excellence scientifique, mais la bataille pour le financement des sciences se poursuit. Donc comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas de quelque chose de totalement novateur. C'est nouvellement exposé, exprimé, mais c'est depuis très longtemps investi par l'ensemble de ces acteurs. Christine, tu as quelque chose à dire ? Oui, là, c'était juste le montant à cette époque-là, donc janvier 2013. Il voulait, voilà, c'est ce qui est souligné, enfin, ce qui est écrit en rouge, afin de donner un nouvel élan à la recherche et à l'innovation en tant que moteur de la croissance, évidemment, et de l'emploi. Toujours les choses affichées, c'est pour la croissance et pour l'emploi. La Commission a proposé un budget ambitieux de 80 milliards d'euros sur 7 ans. Donc, c'est un sujet qui les intéresse, pour mettre 80 milliards d'euros sur 7 ans. C'est énorme. C'est que c'est un sujet important. C'est énorme. Et donc là, c'est pareil, voilà. C'est le projet Graphène Flagship, là, où ils ont donné, voilà, 89 millions. Et donc on voit les liens entre l'emploi du graphène, mais aussi l'IOBNT, qui est une nouvelle technologie et qui constitue un Internet des corps à l'échelle nanométrique. Oui, donc là, ils précisent, on va dire, selon les papiers, plus ou moins ce qu'ils veulent faire. Là, l'idée, c'était de détecter des biomolécules, évidemment, ensuite, pour exploiter ce qu'on a détecté, donc des valeurs, tout un tas de paramètres qui peuvent effectivement être utilisés pour la santé, à condition d'accepter d'avoir ces dispositifs à l'intérieur. Donc ça, c'était une petite parenthèse, le papier sur la DARPA, là. C'était oui, c'est un document du ministère de l'économie. C'est une petite parenthèse, mais qui a son importance, dans le sens où il faut savoir que les ondes térahertz, ou du moins le graphène, ce sont aussi des ondes non ionisantes électromagnétiques. Et donc, dans le document du gouvernement, qui évoque notamment un petit peu en bas de la page l'usage des ondes électromagnétiques, et notamment la DARPA, qui travaille aussi à produire des voix humaines artificielles audibles seulement à des distances de plusieurs kilomètres. Donc on voit bien qu'on peut aussi l'employer comme outil de communication, c'est précisé, mais aussi comme arme de combat ou arme psychologique. Et donc là, on peut commencer un petit peu à percevoir, sous couvert de cette innovation,
dans les technologies de l'information et de la communication et pour l'amélioration de la santé humaine, la possibilité du double usage et des risques que constitue le fait d'être connecté en réseau pour le corps humain. Si tant est que ce soit quelque chose d'excellent et de novateur dans le cadre de la maladie, et tout aussi bien celui qui est détenteur de ce pouvoir, qui peut être utilisé notamment par les gouvernements, pourrait être détourné à des fins pas très catholiques. Bon, ben là, c'est toujours la même idée, hein, c'était août 2023. Application révolutionnaire grâce à des technologies matérielles, le graphène, évidemment, voilà. C'est-à-dire l'utilisation du graphène dans le cadre de l'IOBNT. Et il faut savoir que le graphène, il permet d'initier tout un tas d'applications nouvelles dans le cadre du secteur biomédical et des soins de santé sans fil. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est expérimenté, mais dont à ce jour, quand on se balade sur la documentation, on voit bien qu'on n'a pas la garantie de la biocompatibilité à long terme et on lui décèle certains effets secondaires. Donc, si vous préférez, c'est quelque chose de relativement tabou. Christine, je te passe la parole. Oui, non, mais attends. Là, oui, c'était un document de l'International Electrotechnical Commission, donc là, en français, la CEI, là. Et là, il nous faisait un petit résumé finalement de notre avenir, hein. Donc, si on regarde, on a le biologique d'un côté, finalement, la santé à gauche, là, avec la médecine. Ensuite, on a les devices biomédicales. Donc, ça peut être encore du pacemaker ou de la pompe à insuline. Et plus tous ces outils se développent. Alors, ça nous parle de cyborg, de biobot, de biohacking, évidemment. Hein, si on a des données avec des protocoles, on peut se faire hacker un ordinateur, on peut très bien se faire hacker nos données à l'intérieur du corps, du calcul à l'intérieur des corps, de bioélectronique, de biofabrication. C'est ce qu'ils appellent la convergence biodigitale. Donc toujours cette fusion, hein, c'est leur obsession, hein, la fusion de l'ordinateur, hein, et de l'humain, avec au milieu forcément Internet et tous les protocoles qui vont permettre d'envoyer les données parce que si on a les biocapteurs à l'intérieur, mais qu'on ne peut pas recevoir d'informations et on ne peut pas les envoyer, ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est toujours cette histoire. Donc là, c'est très complexe parce que il nous parle de groupes de travail. Ces technologies de l'information et de la communication, excuse-moi de t'interrompre Christine, mais c'est là aussi qu'ils initient tout un tas de technologies novatrices qui sont totalement inconnues du grand public, qui ne peut même pas projeter les avancées avec l'intelligence artificielle. Et ces systèmes de captation constituent aussi une adresse IP qui vous identifie en tant que tel et qui peut imbriquer l'identité bionumérique. D'accord, avec un système GPS qui vous géolocalise en temps réel, ce qui imbrique le fait que vous ne pouvez plus vous cacher nulle part. Comme je disais avant, quand on commettait des erreurs, on avait un bracelet électronique avec un certain périmètre défini à la maison. Là, il faut savoir que dans le cadre de ces nanorobots et ces nano-biomachines, ce sont des systèmes qui sont connectés en réseau et qui imbrique le fait que vous soyez géolocalisé en temps réel. Donc ça, c'est tout un tas d'aperçus que très peu ont en visibilité, et c'est ce qui fait un petit peu l'innocence du plus grand nombre dans le cadre de ce débat. Alors, sachant que ça dépasse l'homme, évidemment, parce qu'ils peuvent le mettre dans tout, hein, dans tout ce qui est vivant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous parlent de smart farming, donc on peut le mettre dans les animaux, hein. Ça peut être utilisé pour l'environnement. Donc, ça peut être inséré, on va dire, hein, dans tout ce qui est vivant. Complètement. Donc là, ça, on va passer, c'était une conférence. Alors moi, j'ai cherché la conférence qui devait avoir lieu en août là, en Chine. J'ai essayé de trouver les papiers qui avaient été présentés, mais il n'y a pas moyen. Donc,
c'était clairement orienté robotique. Là, si on lit les Là, thèmes. on voit bien qu'en date de 2024, on a quand même une conférence internationale de l'IEE, hein, toujours cet organisme, sur la manipulation, la fabrication et la mesure à l'échelle nanométrique. Et donc, vous voyez bien qu'il y a les robots, les systèmes de nanomanipulation, la nanofabrication et le nanoassemblage, hein, qui a étonné certains spécialistes dans leur domaine respectif. Vous voyez qu'il y a aussi le nanopositionnement, hein, mais également un petit peu plus bas, le graphène avec les nanoparticules, les nanotubes, et notamment un petit peu plus bas dans le cadre des applications, la détection et le séquençage de l'ADN et les biodispositifs et applications. Alors, ce papier-là, c'était quoi déjà? Parce qu'il y en a tellement, en fait. Il y en a tellement que c'est compliqué d'essayer de faire une synthèse parce que c'est pour montrer que vraiment, ça existe depuis longtemps et qu'il y en a partout. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant que personne n'en parle. C'est quelque chose d'extrêmement répandu. Et donc, ce document, il provient de l'Université de Berlin, hein, parce que dans le cadre de l'enseignement, c'est quelque chose qui est ouvertement évoqué, uniquement dans le cadre des hautes sphères scientifiques, hein, qui n'évoquent pas forcément les innovations dans ce domaine. Et donc, en gras, un petit peu plus bas, ils vous disent que l'objectif du projet est la recherche et le développement d'une plateforme de l'IOBNT pour interconnecter le domaine biologique du corps humain avec le domaine numérique des réseaux 6G, hein, sachant que c'est déjà initié dans le cadre des 5G, étant donné qu'on est dans le graphène, la bande terahertz et les technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est quelque chose qui est enseigné, c'est quelque chose qui est débattu, c'est quelque chose qui est financé, c'est quelque chose qui est investi, mais c'est quelque chose qui est tu du plus grand nombre. Christine, je te passe la main. Oui, là, c'était un papier, donc Horizon, ça c'est le Project Research Innovation EC.Europa. C'est encore un papier sur le site de la Commission européenne, hein, Communauté européenne. Les micro-robots mesurent moins d'1 millimètre. Voilà, qu'est-ce que ça parlait? Voilà, les nanorobots pourraient explorer les cellules humaines. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'évidemment, il faut les miniaturiser, il faut avoir les bons matériaux, et c'est pour ça qu'on va vers la nano et vers le graphène, évidemment. Donc voilà, ça c'est encore un projet européen. C'était nano-enzyme d'oxyde de graphène magnétique pour des applications théranostiques. Donc c'était de août 2022 à juin 2023. Donc ils n'avaient pas eu tellement. Là, ils n'avaient que 260 000 euros. C'était l'université de Saragosse. Donc là, si on regarde aussi, on voit que une fois c'est Berlin, une fois c'est l'Espagne, ça peut être la Roumanie. Il y a même des papiers, c'est la Russie. Donc on voit que c'est absolument mondial, qu'ils travaillent visiblement ensemble, puisqu'il faut bien qu'ils s'accordent sur les normes de communication. Sinon, des systèmes ne vont pas marcher d'un pays à l'autre. Donc, il y a une organisation vraiment supranationale qui vise à harmoniser tout ceci, quoi. Je te laisse. Ça, c'était un projet pour la détection des cancers. Alors, il faut savoir que ces plateformes qui sont embarquées dans le corps humain, elles sont déjà employées depuis quelque temps dans le cadre du cancer. Justement, quand j'évoquais les nanopores qui permettent de séquencer l'ADN, ce sont des petites nanomachines qui ont leur rôle dans ce bio-nano-réseau. Hein, il faut savoir que c'est un réseau à l'intérieur du corps qui est fabriqué via une reprogrammation, et ce sont des petits dispositifs qui communiquent entre eux et qui ont chacun leur fonction, mais aussi beaucoup d'intelligence, et notamment l'intelligence artificielle. Et donc, pour pouvoir permettre cette conduction électrique, il nous faut du graphène ou de l'oxyde de graphène. Et c'est encore quelque chose qui est étendu sous couvert de bienfaisance dans le cadre d'un dispositif pour le cancer du sein. Oui, donc là, le principe, créer des électrodes sérigraphiées, miniaturisées, assemblées sur un dispositif électrochimique, enfin ça va loin, hein, destiné à une utilisation sur le lieu de soins. Donc ça peut être utilisation dans le diagnostic, utilisation dans la mesure des paramètres de n'importe quoi, hein, de n'importe quelle molécule, utilisation dans la prévision du coup, puisque si on mesure les paramètres intra-sanguins, enfin tout ce qu'on veut,
ben, on va pouvoir… On peut connaître les Voilà, prédispositions génétiques ou les oui, prédispositions à telle ou telle maladie, étant on va donné qu'il y pouvoir prédire que voilà, mes délimères, ils sont à 853, ben, que potentiellement je risque un AVC, une embolie pulmonaire ou je ne sais quoi. Et on est vraiment voilà, à la détection encore de la maladie, monitoring de la maladie d'Alzheimer. Donc, à aucun utiliser… moment il évoque Alors, le consentement de ceux qui portent ces dispositifs, ni comment ils sont initiés, ni comment ils sont expérimentés, etc. alors là, mais là, il n'y a pas le lien, hein, c'était Systematic Review of On Biocyber. le fera passer juste après parce que j'ai le document gouvernemental officiel de Pfizer, comme quoi ça contient la luciférase. Oui, ça c'était un papier voilà, qui était une revue des technologies de l'IOBNT et ça nous parlait de la luciférase. Alors ça, on a mis ça parce que justement, comme on en a un peu entendu parler dans le cadre des vaccins, je te laisse la parole pour expliquer à quoi sert la luciférase dans le cadre de l'IOBNT. Eh bien, moi, pour ma part, quand j'ai investi l'IOBNT, j'ai pu voir qu'il y avait différents systèmes qui employaient différents types de communication, aussi bien moléculaires que électromagnétiques, que chimiques. Et donc, en investissant un petit peu ça, je me suis rendu compte que la luciférase, elle était employée dans le cadre de l'unité de conversion de signal biochimique en signal électromagnétique. Alors, c'est une phrase qui ne veut rien dire. Il faut savoir qu'à l'intérieur du corps, les molécules, quand elles communiquent entre elles, ce sont des réactions chimiques. D'accord ? Et que par la suite, pour pouvoir recueillir ce système de communication, pour pouvoir collecter les données, il va falloir les convertir. Et donc, c'est là qu'on passe par un convertisseur analogique numérique pour pouvoir exploiter le signal en un signal électromagnétique. Et donc, pour ça, on utilise de la luciférase. Pourquoi la luciférase ? Parce que c'est quelque chose de lumineux, c'est quelque chose de fluorescent, et c'est quelque chose qui permet une réaction qui diffuse de la lumière. Donc, c'est clairement décrit ici. Ils vous disent que l'unité de bioélectrotransduction détecte la concentration des molécules reçues et convertit les signaux moléculaires en forme électrique. Je vous avais dit que c'est utiliser la communication moléculaire et que pour pouvoir collecter ces données, il fallait les transmettre à quelque chose d'électrique. C'est pour ça qu'on parle de transduction. Et donc, on vous dit que cette unité, elle utilise une structure cellulaire pour agir comme un biorapporteur à bioluminescence, d'où l'importance de cette luciférase qui va permettre une réaction chimique qui libère de l'énergie sous forme de lumière. Donc, en fait, si la lumière est libérée, c'est qu'il s'est produit la réaction chimique attendue ou pas attendue ou je ne sais quoi. C'est un système de communication. Que le signal est lancé en disant il se produit tel et tel phénomène à l'intérieur du corps. Complètement. Et donc, on précise, d'ailleurs, c'est précisé un petit peu plus bas, on vous dit que l'unité de transduction, c'est pour l'interface biocybernétique, parce qu'il faut savoir que c'est le domaine de la biologie humaine qui est connecté en réseau et qui peut être conçu à l'aide de matériaux biologiques naturels ou synthétisés, ou encore de matériaux nanotechnologiques innovants, comme le carbone et notamment le graphène. Voilà, on y revient encore. Alors, cette diapo-là, c'est issu d'une vidéo intéressante sur YouTube qui résume finalement pas mal ce qu'on peut faire avec l'IOB et puis et puis les risques qu'on peut avoir. Donc, tout ce qui est puce implantée dans le cerveau, alors ils disent que ça peut améliorer la mémoire, on peut évidemment l'accès direct à Internet, voire avoir des membres bio-ioniques. Bon, les exosquelettes, ça, c'est pas inintéressant, c'est un peu ce qu'il y a dans Avatar, les exosquelettes, finalement, c'est ces trucs qui sont à l'extérieur, mais qu'on pourrait commander avec notre cerveau, et pas seulement en appuyant sur des boutons. Des implants qui améliorent les sens, donc permettant d'entendre des fréquences supérieures à la normale. Donc, évidemment, les risques, c'est le piratage informatique, puisque du coup, on a donc une adresse, on est connecté au web
24/24, parce qu'il n'y a pas moyen de l'éteindre. Si on dépend d'appareils ou par exemple, si on a des nanocapteurs qui balancent certaines informations, qu'on est à risque pour, je ne sais pas moi, un infarctus, une crise cardiaque, n'importe quoi, et que finalement notre matériel est en panne ou notre connexion, bon ben du coup, on met notre vie en danger quelque part parce qu'on dépend de quelque chose d'extérieur, et puis on n'a pas la. Si je puis me permettre, Christine, pour aller dans ton sens, c'est qu'il faut que les gens aient conscience qu'à partir du moment où ces dispositifs sont imbriqués à l'intérieur de leur corps, et c'est l'une des problématiques qui est débattue dans plusieurs documents scientifiques, c'est qu'ils n'ont plus la gestion de leur propre corps. Dans le sens où, d'une part, les scientifiques eux-mêmes attestent qu'ils n'ont pas l'entière maîtrise de ces nanotechnologies à ce jour, et qui plus est, il faut être conscient que c'est une tierce personne, d'accord, une institution, une entité, qui est détenteur de vos cellules biologiques. Là, ce n'est pas quelque chose de réversible, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enlever, ce n'est pas quelque chose de visible mais d'invisible, incompréhensible du plus grand nombre parce que novateur, dans le cadre du quantique, inconnu, non débattu. Ils ne sont pas détenteurs de nos cellules, ils sont détenteurs éventuellement des nanos. C'est-à-dire que comme après, c'est notre propre corps qui interagit avec ces nanos, on n'est plus dans quelque chose qui est extérieur, quoi. Ça se mélange tout. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai toujours pas réussi à comprendre comment ils peuvent agir à distance. Ils peuvent agir à distance et oui, même établir envoyer des informations. Ouais, pour envoyer des informations pour nous faire fabriquer des choses que le corps n'aurait pas fabriquées par lui-même, en fait. Complètement. Ou pour fabriquer un immunodéficient. En termes même social, hein, ça peut créer des gens, voilà, des sociétés qui se scindent entre les connectés et les non connectés. Ça peut aller loin. Ça peut créer aussi, par rapport au fait de trouver du travail, et ben une espèce de discrimination dans 10 ans ou je ne sais pas dans combien de temps qui pourrait être amené à se mettre en place en disant ben, vous n'avez pas d'IOBNT, vous êtes limité, vous êtes 100% humain, on va dire. Moi, je préfère embaucher quelqu'un qui va réfléchir plus vite parce que finalement, dans son cerveau, il est assisté par l'IA, il est connecté à Internet, quoi. Ça va très, très loin, en fait. Hein. Ça peut aller très, très loin. Et puis, évidemment, après, il y a l'utilisation des données. C'est qui utilise les données, pour en faire quoi et le risque étant que potentiellement, puisque ce sont des émetteurs-récepteurs, c'est que ça pourrait nous envoyer des informations, de faire fabriquer au corps quelque chose qui ne serait pas du tout bénéfique pour nous, quoi. Voire même qui nous tue. Hein. Je crois d'ailleurs qu'il y a un papier qui parle de ça. Je ne sais plus où il est. Alors, c'est évoqué un petit peu dans toutes les normes, dont celle du Panacea sur l'IEE, où ils évoquent ouvertement que le fait de pouvoir avoir accès au corps humain depuis l'extérieur aujourd'hui, eh bien, comme quoi ça peut être piraté et que ça constitue du bio-cyber-terrorisme, dans le sens où ce sont des entités qui peuvent être malveillantes et qui peuvent s'employer à pirater le corps de l'autre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir la projection du fait aussi que nous ne nous appartenons plus, hein, au-delà de tous ces systèmes et de toute cette technologie. C'est l'abolition irréversible de la liberté de l'homme. Ça va au-delà de la modification du génome humain, hein, qui constitue aussi le patrimoine génétique de l'humanité. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'homme est face à quelque chose qui le dépasse. Moi-même, et encore aujourd'hui, je suis dépassée par certaines de mes lectures, où je m'étonne encore à lire des choses qui m'affirment et qui me confirment qu'ils sont bien dans ce sens. Et en plus de ça, au travers de la luciférase, et je clôturerai là-dessus, vous pouvez aller le voir sur la Commission européenne, ils veulent imbriquer un système de paiement avec la main pour mettre en place la crypto-monnaie, d'accord, et abolir le système bancaire actuel. Donc, on est vraiment dans la construction de la société de demain. Les gens n'ont pas forcément la capacité ou la visibilité de relier les points les uns avec les autres, qu'il s'agisse de l'aménagement de l'environnement avec ces antennes 5G qui ont été déployées,
Ces caméras qui prennent pour des dont caméras… on n'aura plus besoin avec les satellites Musk, je rappelle. Complètement, complètement. Donc, on voit bien que les gens n'ont pas la capacité de voir réellement la constitution du double usage de ces TIC. Donc là, sur ce document, on peut voir qu'on est sur l'université de Cambridge, qui constitue une université dans le domaine des hautes sciences, et qu'aujourd'hui, l'IOBNT, ce n'est pas quelque chose de farfelu, ce n'est pas quelque chose de complotiste, c'est quelque chose de bien établi, et notamment qui est enseigné, d'accord, depuis 2 ans déjà, dans le cadre des doctorats en IOBNT. Donc, parmi les thématiques évoquées, on voit bien qu'il y a la communication moléculaire, qu'il y a les bio-nanochoses, qu'il y a l'Internet du tout, mais également l'IoT, le graphène, et que l'ensemble… Oui, le cerveau interfacé, l'interface cerveau-machine, quoi. Complètement. Et tout un tas de technologies qui sont discréditées envers tous ceux qui osent les démocratiser et les évoquer aujourd'hui. Oui, alors c'est ça qui est vraiment étonnant. Donc non seulement c'est très peu exploré et partagé, ce genre de document, mais en plus, quand on le partage, ce n'est pas relayé. Alors moi, ça me sidère parce que théoriquement, quand on se dit scientifique et qu'on est face à cette masse d'informations dans laquelle on se perd nous-mêmes, tellement il y en a de partout et que c'est même compliqué pour essayer de présenter un petit aperçu de ce qui existe et qu'on ne le maîtrise pas parce que, enfin, moi, je ne comprends pas certains processus à l'intérieur de comment ils font cette communication biomoléculaire. C'est pas mon domaine. Moi, tout ce que je vois, c'est que ça existe et que donc ça mérite quand même de s'interroger sur le sujet. Et quand on voit que quand on le partage, visiblement, la pseudo-résistance française n'est pas foutue de relayer ce sujet-là, alors que alerter les gens sur ce qui les attend, c'est quand même primordial. Ça me laisse quand même un peu perplexe. Je ne comprends pas cette espèce de déni sur ce sujet, quoi. Alors, si je puis me permettre d'intervenir, c'est vrai que beaucoup de spécialistes qui ont investi la résistance ont investi leurs compétences qui leur étaient propres. Là, il faut savoir qu'on n'est plus du tout dans le cadre de la biologie fondamentale, telle qu'elle nous a été enseignée, mais plutôt dans le cadre de la bio-nanotechnologie, qui est un domaine novateur auprès du grand public, mais qui est très peu connu des spécialités de la médecine, qui sont les principaux acteurs qui aujourd'hui se promeuvent dans la résistance. Et donc oui, effectivement, au travers de leur spécialité, ils investissent leurs connaissances, mais sans prendre en considération le fait qu'aujourd'hui, les technologies médicales ont évolué et donc ils se confortent dans leurs croyances que constituent leurs connaissances et ils n'actualisent pas les données. Parce que c'est pas une démarche scientifique. Moi, mon domaine de compétence, c'est la biostatistique à la base. Mais bon, quand je vois tout ça, je me dis que quand même, tous ces milliards qui ont été donnés depuis 20 ans, tout ce qui se met en place, les smart cities, enfin on l'a vu, tout ce qui se met en place, ensuite l'identité numérique et tout, ça va avec cette logique d'humain connecté. Donc, impératif de prévenir les gens de ce qui les attend et de leur dire, écoutez, si vous voulez avoir des bio-nanos à l'intérieur, bio-nanotech, il faut savoir ce qui vous faites si vous voulez, mais il faut savoir ce qui vous attend en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut prévenir les gens. Alors, la dernière partie, elle est un peu, elle est un peu particulière parce que c'est toujours cette question, est-ce que c'est bio-nano things? Est-ce que ça peut être dans les vaccins Covid? Donc là, on a pris un peu le problème un peu différemment. Alors, ça, je pense, pour ma part, pardon Christine, je pense qu'il serait bon d'évoquer en premier lieu les raisons pour lesquelles aujourd'hui nous avons des interrogations au sujet de l'IOBNT et de ces injections. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont plusieurs paramètres communs. Il paraîtrait qu'il est constitué de nanoparticules lipidiques. Eh bien, il faut savoir que dans le cadre de l'IOBNT, les nanodispositifs sont faits de nanoparticules lipidiques. Ils investissent la communication moléculaire dans la bande terahertz, et pour ça, il faut du graphène. Et il semblerait que, bien, dans les fioles, beaucoup décrivent, dont certains rapports, la présence de cette substance dans les injections. Il semblerait qu'il faille aussi
utiliser de la luciférase, qui permet cette conversion électrochimique en un signal électromagnétique qu'on puisse exploiter. Et bien, dans le cadre de certains documents déclassifiés, on s'aperçoit que l'ARNM… On va les montrer peut-être, on va les montrer en fait finalement qu'est-ce qu'on sait qui est possible, qu'est-ce qu'il y a vraiment. Donc là, il y a ce papier qui est sorti, c'était en décembre 2023, et c'était la possibilité d'utiliser l'oxyde de graphène comme adjuvant dans un vaccin. Bon, alors évidemment, ça ne veut pas dire que dans les vaccins Covid, ça a été utilisé. Mais là, c'est une possibilité qui est carrément débattue, on va dire, enfin exposée dans un journal scientifique, a priori médical, quoi. Il y a tout un univers entre ce qui est dit sur les réseaux et ce qui est discrédité à ce sujet, et ce qu'on peut ouvertement voir depuis un moteur de recherche classique sur les investissements qui sont faits autour du graphène, et qui est une thématique, comment dirais-je, interdite, auprès de la résistance. Ce que je veux dire, c'est que le graphène, c'est quelque chose de tabou pour certains acteurs, alors qu'en réalité, on s'aperçoit qu'il est démocratisé, y compris des vaccins et de beaucoup de choses dont on nous dit que ça n'est pas possible. Il est là l'étonnement. Ouais. Alors là, à droite, on a la composition du vaccin telle qu'elle est partagée par le laboratoire Pfizer. C'est ce qu'on appelle la safety data sheet, donc c'est la fiche de sécurité avec tous les composants. Donc, qu'est-ce qu'on retrouvait là-dedans? Alors, on a du chloride de potassium, on a de l'eau, on a du sucrose, chloride de sodium. On a des composants, ce sont les ALC 0315, ALC 0159 qui sont a priori les fameuses nanoparticules lipidiques. On a du phosphate de potassium. On a deux ingrédients qui sont des PF 07 30 58 85 et 07 30 20 48, donc PF Pfizer. Donc ça, ce sont des produits Pfizer dont a priori on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a du cholestérol, il y a du 1,2-10-TARoline SN glycéro 3 phosphocholine. Donc, vous voyez que c'est pas simple. Et donc ça, c'était la notice, enfin pas la notice, mais la data safety sheet. Et un document déclassifié suite à la procédure judiciaire faite par Aaron Siri aux États-Unis. On a récupéré là ce document à gauche là, où là-dedans on voit, alors je te laisse le dire, Canel, là, le mode RNA encoding. Oui, alors comme je l'évoquais, il faut savoir que c'est une reprogrammation des cellules, et là, en l'occurrence, il est précisé que cet ARNM, il encode notamment la luciférase. Donc, si quelqu'un est en capacité de me répondre l'intérêt de la présence de la luciférase dans ces injections, je suis preneuse. Donc, c'est un document Pfizer, c'est pharmacocinétique, donc résumé pharmacocinétique. Le produit, c'est bien BNT 162B2, c'est bien le produit de l'essai clinique. Donc, effectivement, alors nous, on ne sait pas que vient faire la luciférase là-dedans, quoi. Ce serait sympathique qu'il nous l'explique. Alors après, si on cherche un peu sur ces produits-là, la LC315, en fait, tout ce qui est nanoparticules lipidiques, on voit que le fournisseur, l'un des fournisseurs, c'est cette société qui s'appelle Sinopeg. Et donc là, il nous parle le fameux polyéthylène glycol 2000 pour lequel il y avait un avis dans les documents, dans la notice, en disant que là, il peut y avoir une allergie à ce composant. Donc ça reprend un peu ce qu'on vient de dire, mais là, c'est la fiche du fournisseur. Et là, quand on regarde un peu les risques de ce polyéthylène glycol, c'est quand même assez étonnant, parce qu'ils nous disent en cas d'exposition prolongée, donc irritation cutanée, atteinte du système nerveux central. Donc là, a priori,
Ce polyéthylène-glycol, c'était un article de 2009, mais qui était plutôt dans une utilisation externe. Donc, sachant que là, bon, les gens se sont fait quand même injecter donc, à l'intérieur. Donc, atteinte du système nerveux, troubles de mémoire, vertige, atteinte du système sanguin, infertilité masculine, augmentation des risques d'avortement spontané. C'est quand même un peu troublant parce que c'est quand même ce qu'on retrouve en partie comme effet indésirable du vaccin, quoi. Alors, Christine, je me permets de faire le lien de corrélation entre les éthers de glycol et le polyéthylène de glycol. Il faut savoir que le polyéthylène de glycol, c'est un polymère d'éthylène glycol et que par définition, sur ce document du ministère du Travail, il est précisé que dans la famille des éthers de glycol, il existe deux types de composantes, le propylène glycol et l'éthylène glycol. Et donc un petit peu plus bas, vous avez accès à la législation qui vous précise, en plus de toute cette toxicité qui est évoquée en cas d'exposition prolongée, qu'il est également classé cancérigène, mutagène, neuroprotoxique par la législation. Donc l'ensemble de ces données, quand on commence un petit peu à se documenter et à chercher à comprendre et à savoir, parce que pour ma part, comme je vous ai dit, je suis face à l'inconnu, je cherche des réponses. Quand on investit la lecture, on se rend compte que c'est bien plus gros que ce qu'on imaginait. Et je terminerai avec une précision, c'est que dans le cadre de ce PEG, il y a le ALC 0159 et le ALC 0315 qui est ouvertement débattu sur la Commission européenne comme étant des excipients interdits à l'inoculation humaine et animale. Et donc d'ailleurs, les fabricants l'attestent sur leur site. Donc il y a beaucoup de choses qui nous portent des interrogations quant à l'intentionnalité réelle de ces injections, quand par la suite, on a appris qu'elles ne protégeaient de rien. Voilà, 3 petits points. Oui, c'est-à-dire aussi la fonction de ce qu'il faudrait comprendre, en fait, c'est la fonction de chacun de ces ingrédients. Pourquoi notamment cette luciférase, quoi. Bon, parce que les nanoparticules lipidiques, au départ, c'est pour encapsuler l'ARN messager pour qu'il rentre dans la cellule. Et bon, ensuite, on a bien compris qu'une fois dans la cellule, ça lui fait fabriquer de la spike, puis des protéines dont on ne sait même pas ce que c'est. Bon, enfin bref. Il faut savoir que la luciférase, elle permet d'initier un système de bioluminescence. J'entends par là qu'à la base, le corps humain, c'est un fond noir. Donc, il ne peut pas communiquer au travers de ce faisceau électrochimique que constitue le partage de lumière, pour le partage de données. Et donc, pour pouvoir permettre cette communication moléculaire, on va demander au corps de produire quelque chose qu'il ne produit pas naturellement. C'est également ce qui est décrit dans le cas de certaines technologies, comme l'optogénétique, qui est la manipulation à distance des neurones grâce à de l'ARNM et de la channelrhodopsine ou de la luciférase, qui est une protéine verte, et qui permet de rendre le cerveau photosensible à des ondes électromagnétiques, un petit peu comme le tournesol et le soleil. Tout ça, c'est investi dans le cadre de la Commission européenne. Donc, on peut déployer tout un tas d'applications dont on n'a pas l'entière visibilité étant donné qu'on est face à l'inconnu, mais ça peut permettre énormément de choses et même au-delà de notre imagination. Alors là, c'était le papier sur la luciférase, là, justement. Ouais, donc, la luciférase, elle est décrite. C'est ce qu'on a vu déjà tout à l'heure, mais c'était remis ici. Et puis la dernière chose, c'était ce fameux brevet vaccin chinois qui était censé contenir carrément de l'oxyde de graphène, dont certains nous disent, donc c'était quand même, ça datait de 2020, mais dont certains nous disent que c'est pas parce qu'il y a un brevet que c'est forcément qu'il y a une application derrière et qu'il y a des milliers de brevets qui derrière n'auront jamais d'application et que ça ne veut rien dire. Alors, toute la complexité autour du graphène, c'est le fait qu'il ne soit pas injecté en tant que tel dans le corps, parce que le graphène en tant que tel n'est pas biocompatible avec les cellules et le corps humain. C'est la raison pour laquelle on utilise des nanoparticules qu'on va fonctionnaliser, c'est-à-dire qu'on va fusionner les propriétés de ces nanotubes de carbone, qu'on va rendre invisibles à l'intérieur de ce polyéthylène de glycol, qui permet de passer la couche bilipidique de nos cellules naturelles, de façon à le camoufler et à le rendre invisible du système immunitaire, bien qu'il soit biocompatible une fois sur place. Donc, il y a tout un tas de complexités qui s'initient autour de la compréhension, d'une part de ces particules, de leur nom, de ce qu'elles contiennent, de comment elles agissent,
étant donné que personne, face à cette thématique qui est totalement nouvelle pour tout le monde, personne n'est détenteur des tenants, des aboutissants et de l'entièreté de la connaissance. Donc, on cherche encore à savoir. Mais de ce qui est décrit dans les documents, voilà ce qui existe, voilà ce qui est débattu et voilà ce qu'on vous rapporte aujourd'hui. Voilà, donc c'est un petit état des lieux. On aurait pu en rajouter, je ne sais pas, peut-être une centaine encore de pages, hein, parce qu'il y en a tellement. C'est très compliqué. Et on essaie de comprendre tout ça, à quoi ça va servir et surtout quelles peuvent en être les mauvaises applications. Enfin, moi, je suis assez pessimiste depuis un certain temps sur ces questions d'IA, de transhumanisme et tout, puisque quand on voit l'homme, même ses plus belles créations, comme il est capable de toujours tout vriller pour en faire n'importe quoi, je vois mal comment on va pouvoir faire des choses bien avec tout ça, même si peut-être l'intention de départ n'est pas si mauvaise. Hein, le souci, c'est l'entité qui en est détenteur et l'usage qu'il en fait. Parce qu'il faut savoir que là, c'est une mise en esclavagisme irréversible de l'humanité. Ce sont des systèmes RFID qui font qu'on vous géolocalise en temps réel. Vous n'êtes plus libre de rien. Qui ne vous garantit pas que demain, les politiques détermineront un territoire, un périmètre que vous ne pourrez pas dépasser dans le cadre de certains confinements, moyennant, je ne sais pas moi, un immunodéclin ou une intention malveillante ou une électrocution à distance. Ce qu'il faut voir, c'est que bien que ce soit présenté comme quelque chose de novateur et qu'on est sous couvert avec des technologies bienfaisantes pour l'humanité, ce sont des technologies qui font que demain, vous n'êtes plus un humain, mais un objet connecté. Et que vous n'avez plus la main prise sur qui vous êtes, où vous allez, ce que vous faites, et que l'ensemble de vos données ne vous appartient plus. Sans compter la répercussion psychologique que ça peut avoir, parce que finalement, on n'a pas d'idée de se dire que quand on a des trucs à l'intérieur comme ça qui nous font fabriquer éventuellement certaines protéines, enfin, je ne sais pas ce que ça peut faire, ou certaines molécules, qu'est-ce que ça peut changer dans l'être que nous sommes, quoi. Quand on voit les hormones, les répercussions sur l'humeur, enfin, on est tellement la vie qui est en nous, c'est tellement complexe, tellement régulé par tellement de choses, c'est tellement sensible qu'en mettant au milieu quelque chose qui fabrique des choses, on ne sait pas vraiment ce que ça peut donner. Moi, possession de notre corps, extrêmement dangereux et qu'il faut absolument que personne ne se mette ce genre de choses à l'intérieur. Moi, c'est ce que je pense faire pour moi. Hein. Pas trop question qu'on m'injecte ces cochonneries. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir tant que le sujet n'est pas vraiment sur la table, parce que là, tout est en préparation, mais tout ça va sortir tout d'un coup, en fait. Hein. Tout d'un coup, on va proposer telle et telle chose, et puis les gens, comme ils n'en auront jamais entendu parler, ça sera comme les vaccins ARN messagers. Hein. On dira, ça fait 20 ans qu'on cherche, ce qui est vrai d'ailleurs. Et bon, du coup, les gens, ils auront peut-être l'effet de surprise, donc il faut absolument alerter, même si c'est très compliqué, de savoir que ça existe, que c'est dangereux. Oui. Vas-y. Pardon, Christine, c'est extrêmement concret dans le sens où même sur la Commission européenne, j'ai aussi des documents qui vont dans ce sens. On vous explique comment on fabrique des nanomachines à partir d'ARNM. D'accord ? Donc, ce que je veux dire, c'est que la notion irréversible des pleins pouvoirs sur le corps humain, sur sa façon de penser, d'agir, de circuler, est en train de basculer dans un scénario face auquel l'humanité est innocente, naïve, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas de comparaison au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'unique, ce qui se passe au travers de l'humanité. Et encore une fois, les pseudo-journalistes font très bien leur travail puisqu'ils n'évoquent jamais le sujet. Ou quand bien même, vous avez des dames qui se prétendent être ingénieurs ou spécialistes dans l'électronique et qui discréditent la nanobioélectronique ou la nanoélectronique alors qu'elle est clairement évoquée dans tous les documents européens et dans toutes les universités dans le cadre de ces technologies de l'information et de la communication.
est lié au BNT. Donc, je suis face à l'incompréhension, parce qu'en plus de ça, ces personnes ont l'appui de personnes officielles qui sont de plus influentes, et c'est ce qui conforte le grand public à regarder dans la mauvaise direction pendant que notre maison brûle, en réalité. Et c'est toute la complexité de l'évoquer. Voilà, quelque chose d'invisible, d'incompréhensible, de novateur. Ça fait beaucoup, beaucoup de difficultés pour faire émerger cette information, qui est extrêmement complexe à mon sens. Bon, on va peut-être arriver presque au timing, là, à 1h30, parce qu'on peut. Il faut chacun, voilà, comme pour tout, hein, même si c'est compliqué, d'avoir quand même une petite idée de ce que c'est, et puis de se dire, bon, ben voilà, attention, warning, il faut prévenir les gens. Toujours la même histoire, prévenir, informer, et puis après. C'est ça. C'est ça. Alors moi, j'avais noté quelques petites questions, mais au fur et à mesure, Christine et Canel, vous y avez répondu. Canel, ton résumé d'il y a quelques minutes sur le fait qu'on deviendrait des esclaves de cette technologie, qu'on n'aurait plus aucune liberté, qu'on est géolocalisé partout et que ils peuvent éteindre la lumière à tout moment. Si on les emmerde, ils peuvent éteindre la lumière. On peut en arriver jusque là, quoi. Ça, c'est vraiment un scénario de science-fiction qui arrive dans nos vies quotidiennes si on laisse passer ça. C'est absolument affreux. Et moi, ça me fait comprendre peut-être. Bon, on va pas leur donner des mauvaises intentions, faut pas être comme ça, sinon on va nous traiter de complotistes. Mais bon, le chemin, là, il est ouvert pour tout ce qui est mauvaise intention. Et ça me rappelle quand même l'histoire du Covid, où on a interdit aux médecins de soigner. Et donc, il y a plein de médecins qui ont quitté ce travail. Aujourd'hui, on les a perdus. Je pense qu'il va nous rester les plus, pas que les plus médiocres, mais il ne va pas nous rester les plus éthiques en tout cas. Et je me dis, on laisse la place à cette technologie. Là aussi, c'est un boulevard. Plus de médecins, donc effectivement, on va être obligé de taper là-dedans. Et où est notre médecine à l'ancienne, le serment d'Hippocrate, l'éthique, le secret médical, le consentement, l'information éclairée du patient, etc., etc. Là, tout est fini, tout est fini. C'est absolument effrayant. Je pense que merci infiniment à toutes les deux pour le courage que vous avez de porter cette parole, cette information. C'est indispensable que les gens se réveillent parce qu'on vient de vivre 4 ans. Alors, je pense que ça avait démarré bien avant, mais 4 ans où on nous a maltraités et on a fait fi de toutes les règles déontologiques, des valeurs de notre pays, enfin de tout. Et là, ce qui nous attend est encore pire. On va vers le pire. Oui, se réveille et arrête d'attendre les sauveurs. Parce que oui, il n'y a pas de sauveur. Voilà, le duo Trump-Musk, je suis désolée, mais ça va quand même bien vers le transhumanisme, vers l'humain connecté, le cerveau connecté, les voitures connectées. Enfin bon, il est en plein le garçon. Hein, le téléphone qui enverra les informations donc au satellite. Bon, on est en plein dans la voie transhumaniste. Donc je ne vois pas en quoi l'élection de Trump est en train de changer quoi que ce soit au plan du World Economic Forum sur le transhumanisme. On est en plein aligné avec ça. Donc, moutons, arrêtez de bêler. Alors moi, je me fais insulter sur les réseaux quand je dis mais arrêtez de bêler ou allez bêler ailleurs. Mais franchement, c'est incroyable qu'il y ait encore des gens qui croient que Trump et Musk vont sauver qui que ce soit sur cette planète. Non, je crois que c'est les peuples qui se sauveront. Les peuples, une fois éveillés, qui se dresseront contre tout ça. On veut rester, enfin moi, je veux rester un être humain. Voilà. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens sur la planète qui ont envie de se transformer en robot. Je sais pas. Mais peut-être qu'il y en a, mais la question, c'est toujours la même histoire. C'est que ceux qui veulent le faire le fassent et que ceux qui ne veulent pas, qu'on les laisse tranquilles. C'est toujours la même histoire. Moi, si les gens ont envie de se transformer en robot, je n'ai rien à faire, mais qu'on ne vienne pas moi m'obliger à le faire aussi.
Alors, je rebondis sur ce que dit Cathy. Bien évidemment, comme je l'évoquais tout à l'heure, la problématique de la résistance qui discrédite l'innovation de ces technologies et le fait qu'elles existent sont confortés par le fait qu'ils sont médecins ou qu'ils sont biologistes et qui se confortent uniquement dans ce qu'ils savent. Or là, on est face à l'inconnu et comme je leur dis tout le temps, la médecine, c'est quelque chose d'évolutif. Vous avez le droit de ne pas savoir, vous avez le devoir de vous renseigner, d'accord? Ce qui était spécifique hier peut ne plus l'être demain. Donc moi, ce qui me stupéfait, c'est que nous sommes face à des personnes qui n'ont la connaissance de rien et la prétention de tout, et qui se confortent dans le fait qu'ils ont tel ou tel statut, alors que comme on a pu le décrire dans les programmes d'enseignement, ce sont des thématiques qui sont enseignées et qui sont nouvelles, et qui portent le nom de doctorat en IOBNT. Donc quand je vois des médecins, des chirurgiens, des dentistes, des politiciens évoquer ou discréditer l'existence de ces technologies, alors qu'en réalité, aujourd'hui, elles donnent lieu à des conférences internationales, il y a de quoi se poser des questions. Hein. Bon, ben, on va dire bonsoir à tous ceux qui nous ont écoutés. Oui, et à tous ceux qui nous écouteront. Voilà. J'espère que ça va être partagé, hein, parce que effectivement, ce n'est pas les médias qui vont partager ce genre d'informations, donc c'est à nous les citoyens conscients de partager tout ce qui concerne la révélation de la vérité. Hein. Voilà, merci encore. Merci beaucoup à toutes les deux. Si vous avez un petit mot de conclusion, je vous en prie. Non, moi c'est bon, j'ai déjà dit. Cathy, merci infiniment pour ton invitation. Merci beaucoup à Christine, qui est toujours là à mes côtés pour m'étayer dans mes travaux, parce que c'est grâce à elle que je les ai révélés au plus grand nombre. Merci beaucoup pour cet échange de qualité. Et puis, je l'espère, à très bientôt. Merci à toutes les deux et encore merci pour votre courage, hein, parce qu'il en faut dans ce monde où aujourd'hui les gens sont plutôt lâches ou font l'autruche. Bonsoir à tout le monde et à très bientôt. Bonsoir.